Bonjour et bienvenue sur Today I Learn avec aujourd'hui un tuto dans lequel on va se lancer tout de suite qui est destiné à tous les niveaux sur Excel, mais globalement plutôt ceux qui sont débutants ou utilisateurs intermédiaires, on va dire, consacrés aux formules que je considère les plus utiles sur Excel. On va commencer tout simplement avec la formule somme qui n'est pas très compliquée. Vous voyez, je fais une petite liste de chiffres. Vous connaissez sans doute la somme, peut-être que vous savez déjà, je l'avais déjà dit dans un tuto, que vous pouvez trouver ici la somme automatiquement faite dans votre petite barre en bas, barre d'état, quand vous sélectionnez un certain nombre de chiffres, mais vous avez également un petit bouton que vous trouvez dans l'onglet Accueil, qui sert déjà directement à faire la somme qui est inscrite dans la cellule que vous voyez en jaune ici. Là, je ne l'ai pas tapé, on va maintenant la taper dans cette cellule pour que je vous explique la formule somme. C'est donc la formule, on la tape tout simplement en écrivant égale somme, vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez votre plage de données, vous fermez votre parenthèse et vous faites entrer, vous avez votre somme et bien sûr si vous changez un nombre, la somme change automatiquement. On va continuer avec la fonction moyenne qui, comme son nom l'indique, sert tout simplement à vous faire la moyenne des chiffres qui se trouvent dans une certaine plage. Donc voilà, vous l'avez également dans votre barre. Vous voyez qu'ici on a une moyenne de 15,4 maintenant que j'ai changé la première valeur. Si on veut faire cette petite moyenne, on va tout simplement utiliser la formule qui est consacrée. Vous voyez qu'à chaque fois Excel vous la propose, donc elle est très simple, vous tapez moyenne, vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez votre plage de données comme d'habitude, vous fermez votre parenthèse et vous avez votre moyenne qui s'affiche tout simplement ici. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous changez les valeurs, la moyenne va changer, donc utile pour calculer vos moyennes différemment et facilement. Et on va regarder la formule minimum et maximum. Là, on est vraiment dans les formules utiles, mais facile encore, très facile même, puisqu'elles s'écrivent tout simplement comme on pourrait le deviner. Il suffit de taper minimum. Voilà, si on cherche le minimum dans une série de listes, on fait de la même façon que d'habitude. Vous allez sélectionner votre série de listes et votre série et vous la trouvez avec la fonction min égale min et entre parenthèses votre plage de données. Et évidemment, ça sera la même chose pour la formule maximum, donc pour trouver le nombre le plus élevé dans une série de données. Là, forcément, c'est très facile, il y en a peu, mais imaginez-vous travailler avec une base de données assez énorme. Parfois, c'est un peu plus embêtant, puis parfois, on a besoin que ça soit repéré automatiquement, car les nombres peuvent changer. Eh bien, c'est toujours de la même façon. Vous écrivez égal max pour maximum. Vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez votre plage de données qui est concernée, vous fermez la parenthèse, vous faites entrer et vous avez votre minimum et votre maximum. Et bien sûr, tout cela, comme je le disais, si on change les nombres, tout cela va changer en direct. Évidemment, on va regarder une autre fonction qui est ma foi bien utile, qui va servir à arrondir les chiffres. Donc c'est tout simplement la fonction arrondi que vous pouvez utiliser en tapant toujours égal arrondi. Alors elle existe, on va regarder d'abord arrondi tout court. Donc vous précisez le chiffre que vous voulez arrondir. Vous voyez que j'ai changé ici tous les nombres pour mettre des nombres un petit peu aléatoires. On va prendre la moyenne ici par exemple, la moyenne de notre série de données et on va faire point virgule et après en deuxième argument le numéro de chiffre, c'est-à-dire combien vous voulez de chiffres après la virgule. Donc si par exemple vous n'en voulez qu'un, voilà, vous voyez qu'ici ça a changé notre valeur qui est de 58,325 en 58,300. Donc la valeur a vraiment changé, il n'y aura plus les 25 etc. C'est pas juste enlever les chiffres et ne plus les voir si on enlève des zéros, ça a vraiment changé la valeur. Cet arrondi, vous voyez que bien sûr si j'étire la formule en dessous pour min et max, ça fera la même chose. Alors là, c'est des valeurs aléatoires, c'est pour ça que tout change en direct. Mais voilà pour la formule arrondi. L'arrondi supérieur, c'est tout simplement arrondi point sup. Et donc là, c'est pareil, vous allez choisir votre chiffre, faire votre point virgule. On va également dire qu'on veut garder un chiffre après la virgule. Ici, bien sûr, vous pouvez en dire 2, vous pouvez en dire 3 et vous pouvez aussi mettre une valeur qui est variable. Si vous avez envie de vous référer à une autre case, c'est tout à fait possible. En tout cas, moi, je vais mettre à un chiffre après la virgule. Donc voilà, arrondi.sup. Vous ouvrez la parenthèse, vous choisissez votre nombre et le nombre de chiffres après la virgule.
et ça va vous faire l'arrondi. Je vais le faire également pour le reste. Vous voyez qu'il y a quelques différences ici qu'on voit par exemple sur la cellule minimum, puisque on a un 0,9 qui est arrondi à 1. Voilà, c'est un peu intéressant ici. On a un 3, 30, voilà, ça c'est un exemple intéressant. 36,265 qui est arrondi à 36,3. On va voir tout de suite la différence avec arrondi inférieur, qui s'écrit globalement de la même façon, c'est-à-dire arrondi.inf. Vous vous référez à votre chiffre, vous mettez le nombre de chiffres que vous voulez après la virgule et vous fermez la parenthèse, et vous voyez des petites différences ici qu'on constate encore mieux, puisque 53,328 est en arrondi, on va dire simple, arrondi à 53,300. Donc ça, on va dire que c'est entre guillemets le résultat mathématique juste. C'est comme ça qu'on devrait l'arrondir, mais on peut forcer un arrondi supérieur à 53,400 ou garder, ici forcer un arrondi supérieur à 53,3. Donc pareil pour les autres, vous voyez qu'on peut forcer un peu les choix, et vous voyez que ces choix peuvent être assez utiles. Bien sûr, en général, quand même, la plus utile des trois, ça reste arrondi avec le nombre de chiffres après la virgule. Voilà. 3 autres formules très utiles que je voulais vous montrer dans ce classement un peu des formules les plus utiles, en tout cas selon moi, pour moi, sur Excel pour bien s'en servir. C'est encore une fois dans l'exploitation d'une base de données. D'abord, comptez les cellules qui vont contenir des nombres. Donc des nombres, vous avez, comme je l'ai marqué ici, la formule NB, pardon. Donc vous écrivez égal NB comme nombre tout simplement, et vous ouvrez votre parenthèse, vous sélectionnez votre plage. Ici je reste sur mon petit tableau, vous fermez votre parenthèse, et vous voyez que le résultat va vous afficher le nombre avec des cases numériques. Si par exemple j'efface Paul pour remplacer par un 3, le 5 devrait changer en 6 comme vous venez de le voir ici. Voilà, donc si je remets Paul, vous allez le revoir changer en 5. Voilà, on va compter le nombre maintenant, très utile, la fonction nbval, puisque comme son nom l'indique à moitié, on va dire, elle va être destinée à compter les cases tout simplement qui contiennent quelque chose dans votre base de données, dans votre colonne, dans votre tableau. Donc elle compte à la fois NB, les nombres, et les valeurs, donc les valeurs de texte par exemple. Donc ici elle s'écrit n égale nbval tout attaché, vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez votre tableau, votre base de données, vous fermez la parenthèse et vous faites entrer. Ici vous voyez que le résultat est de 8 cases qui contiennent quelque chose dans mes 10 cases que j'ai sélectionnées, et ici que je mette Paul ou 3, vous voyez que ce nombre ne change pas, puisque ça reste quelque chose, c'est du texte ou un nombre, donc ça ne change pas. Par contre, si j'efface complètement cette cellule, vous voyez que là, il n'y a plus rien d'écrit dedans, donc elle n'est plus comptée, on n'est plus sur 8. Enfin, pour rapidement avoir des informations sur votre base de données, la fonction nb.vide qui va tout simplement vous renvoyer le nombre de cases vides, voilà, qui est également très utile pour bien naviguer dans vos bases de données et qui peut vous servir dans des opérations diverses et variées, notamment des moyennes, des choses comme ça. Donc tout simplement, c'est égal à nb.vide. Cette fois-ci, il y a un point, vous sélectionnez votre plage, vous fermez votre parenthèse, vous faites entrer et vous voyez que c'est magique, ça va vous compter automatiquement votre nombre de cases vides. Première formule sur les dates, le temps, que je trouve quand même très utile et dont je me sers souvent, c'est tout simplement la formule pour vous renvoyer la date du jour. Donc elle est assez simple, elle s'écrit égale aujourd'hui. Vous voyez qu'on attache tout attaché sans le petit guillemet d'aujourd'hui. Vous ouvrez la parenthèse et vous la fermez aussitôt et vous faites entrer et ça va vous renvoyer la formule d'aujourd'hui. Alors ça c'est très utile quand vous allez faire des tableaux de suivi de temps, quand vous allez faire des agendas, quand vous allez faire des choses comme des dépenses, etc. Donc celle-là, elle va bien changer tous les jours. Voilà, si demain je rouvre, vous voyez que j'enregistre le 6 mai 2021. Si demain je rouvre ce classeur, il y aura bien marqué 7 mai 2021. Ça va s'actualiser en direct. Donc combien de jours on va travailler jusqu'à la fin de l'année 2021 ? Eh bien, il y a une formule pour ça. C'est tout simplement égale nb.jour.ouvrez. Vous voyez qu'elle est
préécrite. Si jamais vous vous trompez un petit peu, vous pouvez la retrouver, mais c'est vrai qu'on peut se tromper avec les les points. Donc c'est nb.jour.ouvrez. Vous ouvrez votre parenthèse, vous voyez que la date de départ, elle est ici, vous la sélectionnez en premier, donc moi j'ai pris aujourd'hui. La date de fin, c'est pour moi, j'ai choisi le 31/12, et vous faites entrer, et vous voyez qu'il y a 172 jours qui vont être travaillés en autre formule très intéressante quand vous allez parler de temps, de gestion de temps, et donc beaucoup dans le suivi Excel de vos performances, de vos tableaux de bord, de vos factures, de vos tout peut y passer avec ces histoires de dates. On s'en sert beaucoup plus souvent qu'on a. C'est tout simplement un peu décomposer les dates. Donc toujours, moi je reprends la formule d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle date quand elle est écrite dans Excel. Décomposer, c'est-à-dire on va vouloir le jour, par exemple le numéro du jour d'aujourd'hui. Donc moi j'enregistre ça le 6 mai, je voudrais récupérer le 6. Il y a une fonction pour ça qui est tout simplement égal jour. Voilà, et vous prenez votre référence de date, et vous voyez que ça va me ramener le 6 du mois. Également dans la décomposition de ma date, donc ici je me suis occupé des jours, on va s'occuper des mois et de l'année. Voilà, logiquement vous avez compris que pour le mois c'est égal à mois, tout simplement, et vous allez prendre votre date en question et ça va vous renvoyer le 5e mois de l'année. Tout ça, ça va être très utile quand vous pourrez aller faire peut-être des recherches dans votre base de données. Si par exemple vous voulez faire une somme qui va être en fonction de tout ce qui contient, de tout ce qui est contenu dans le mois numéro 5, voilà, tout ce qui va être contenu dans le mois numéro 5, c'est une bonne condition qu'on pourra vérifier facilement avec mois. Et la fonction également qui peut être utile, c'est année, qui s'écrit de la même fonction. Donc année, on ouvre la parenthèse, vous sélectionnez votre date et vous faites entrer, et vous voyez que ça va vous renvoyer votre année, également très utile pour aller regrouper des bases de données plus facilement. Autre fonction qui peut être très intéressante pour créer des tableaux ou pour les explorer facilement, c'est savoir quel jour de la semaine vous êtes à cette date. Donc voilà, je vous ai dit on est le 6 mai, c'est facile, on est le 6 mai pardon, c'est facile de passer mon curseur sur ma date et de voir qu'on est un jeudi, mais vous pouvez également faire en sorte qu'Excel comprenne et vous dise quel jour de la semaine on est ici, avec tout simplement la formule égale jour semaine, donc qui s'appelle jour somme. Voilà, que vous ouvrez entre parenthèses, vous sélectionnez votre jour et vous fermez votre parenthèse. Vous voyez qu'il m'écrit 5 et non pas 4, alors que jeudi en général on dit lundi égale 1, mardi égale 2, mercredi égale 3 et jeudi égale 4. Et oui, par défaut, il y a un type de retour que vous pouvez choisir. Donc ici, vous voyez que quand vous mettez point virgule, il y a toute une petite série d'aides qui va s'afficher. Et en fait, il vous dit, voilà, là il compte le 1 comme le dimanche, alors que moi je voudrais qu'il compte le 1 comme le lundi à 7 le dimanche. Donc je vais devoir choisir comme choix le choix numéro 2. Donc ici dans mon type de retour, je vais choisir le type de retour numéro 2 et là ça va fonctionner. Là on est bien le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire un jeudi. Voilà pour cette petite formule qui va me servir. Alors après, si vous voulez faire ça avec votre jour de naissance pour savoir quel jour de la semaine c'était par exemple, ça marche. Pour savoir quel jour de la semaine sera dans 5 ans à cette date-là, ça fonctionne aussi. Ou comment ça se passera l'année prochaine par exemple sur le 1er mai 2022, est-ce qu'on sera un jour férié ou pas? Eh bien oui, le jour férié, mais un dimanche, donc on n'en profitera pas tous. Voilà, on sera déjà chez nous. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent vous être utiles. Formule sans doute la plus utile dans Excel, en tout cas en ce qui me concerne, c'est la fonction si. La fonction si qui va vous permettre tout simplement d'afficher quelque chose en fonction d'une condition. Donc je vais vous montrer tout de suite avec la base de l'écriture de la fonction si, qui s'écrit tout simplement égale si. Vous ouvrez une parenthèse et ici vous allez dire ok, quel va être mon test logique, donc c'est-à-dire quelle va être la condition qu'on va regarder. Donc par exemple moi ici je voudrais regarder dans la cellule C, voilà, si c'est égal à
ce qu'il y a écrit dans... Donc, est-ce que la personne qui est concernée dans la cellule C, C3, et on va changer ça bien sûr à chaque ligne, va être la même que celle qui est concernée ici, que j'ai écrite en E2. Donc, je vais juste mettre ça en un peu plus orange pour qu'on le voit bien. Donc voilà, ici je vais pouvoir taper quelque chose, donc Pierre, Rosa ou Anan, et je voudrais que par exemple ça affiche que les résultats de la personne qu'on a tapé, donc en E2. Donc je vais dire égal si, le test logique va être de dire si cette cellule là est égale par exemple à ce que j'ai en E2, alors je vais tout de suite mettre des petits dollars. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai déjà fait un tuto sur les dollars, mais en gros ça sert à figer la référence, c'est-à-dire qu'on va aller toujours regarder dans E2, et même quand on va décaler la formule, ça va pas aller chercher dans E3, E4, E5, etc., puisqu'on va décaler la cellule vers le bas. Non, ça va rester à regarder ce qui se passe en E2, alors que ça va bien changer, ça va être C3, puis C4, puis C5, puis C6, etc. Donc en tout cas, on va toujours aller vérifier si ce qui est contenu dans cette cellule est égal à ce qui est dans la cellule E2, qui elle pour le coup est figée. Alors qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Si par exemple c'est bien Pierre qu'on a écrit en E2 et donc Pierre qu'on retrouve en C3, on va dire qu'est-ce qu'on veut ici? Donc la valeur si vraie, qu'est-ce qui se passe? Soit vous pouvez, alors ici vous pouvez écrire du texte, comme dire oui par exemple c'est bien Pierre, et vous pouvez écrire par exemple non si c'est pas Pierre. Voilà, vous voyez, alors ça des nombres aléatoires, j'étire la cellule et vous voyez que ici ça fonctionne. Dès qu'on a Pierre, ça va vous écrire un oui. Encore mieux, pour que ça soit plus logique, on peut tout simplement à la place d'écrire oui, on va aller chercher la valeur qui concerne Pierre. Donc ce qui se situe dans la cellule combien, donc en D3 juste en face, et si c'est pas Pierre ou la personne qu'on a tapé en E2, on va dire n'affiche rien. Donc moi pour afficher rien, vous faites simplement guillemets ouverts, guillemets fermés, et vous faites entrer. Et vous voyez que si je double-clique sur ce le petit truc en bas, ça va aller appliquer la formule à tout. Et vous voyez que vous avez que les valeurs de Pierre qui sont obtenues. Donc ça, c'est quand même assez pratique puisque vous avez rempli votre condition. On peut même faire, si vous le voulez, avec les formules qu'on a apprises, une petite somme ici pour Pierre. Voilà, vous avez la somme automatique qui se concerne Pierre. Je vais aller figer ces nombres-là. CTRL-C, CTRL-V valeur, hop, pour qu'on ait tout le temps les mêmes. Et par exemple, si je veux maintenant taper Rosa, vous voyez que automatiquement, on a ce qui se passe pour Rosa ou pour Anan, avec les chiffres qui sont rappelés et notre petite somme qui se met à jour. Donc vous imaginez que ça va être très intéressant ce genre de choses si vous avez des commerciaux, des choses comme ça, ou que vous voulez voir certains élèves, certains aspects, certaines dates peut-être. Vous allez pouvoir le faire très facilement avec cette possibilité de condition. On va repartir de cet exemple. C'est encore plus simple puisque ici vous voyez que je me suis passé par recréer une colonne avec éventuellement une autre cellule qui fait la somme au-dessus. Alors ça marche cette solution, mais on peut aller aussi beaucoup plus vite en créant encore une autre formule qui est très utile et qui va être la formule somme-si. Donc la formule somme, vous la connaissez, la formule si, on vient de la voir. Du coup, cette formule somme-si, elle cumule un peu les deux avantages. Donc elle s'écrit somme.si et vous voyez qu'elle additionne des certaines plages en fonction d'un certain critère. Donc, dans cette plage-là, par exemple, donc nous, on va chercher le critère en fonction du prénom, ici. Voilà, on va dire que notre critère, il est, je fais un point virgule, il est dans cette case-là, en E2, et que la somme de la plage qui va nous intéresser, c'est forcément juste à côté. Voilà, donc là je vais réexpliquer ça. Donc en fait elle est un peu particulière cette petite formule somme.si, puisque on pourrait se dire
somme.si, tout de suite, si ça commence par somme, je vais aller faire la somme, je vais aller chercher la plage dont on veut faire la somme. Eh bien non, on va d'abord, pour Excel, choisir la plage où notre critère de choix, notre si en fait, va se fixer. Donc nous, si on veut faire une somme en fonction de la date ou de la personne qui est concernée, on va dire du commercial, il faut d'abord qu'on aille sélectionner la plage où est notre critère de choix. Ensuite, on met notre critère de choix. Alors vous pouvez écrire directement ici, hein, Pierre, si c'est en dur ou pas, ou le faire dépendre d'une cellule, qui est nous le cas ici. Donc voilà, je dis que ça contient, on va aller chercher ce qui est dans cette cellule là. Et ensuite, là, pour l'instant, il ne sait pas de quoi il fait la somme. Hein. La cellule ne va pas me renvoyer grand-chose, puisque je n'ai pas précisé pour l'instant dans ma formule de quelle plage il fallait faire la somme. Donc pour ça, il faut remettre un point-virgule, et c'est dans ce troisième indicateur, c'est dans ce troisième critère, après avoir précisé où est la plage, où il y a le critère, puis quel est le critère, vous allez préciser la plage de laquelle il faut faire la somme. Donc pour nous, la plage combien par exemple. Et là, vous fermez la parenthèse et vous voyez ici que en une seule formule, si vous voulez ne pas recréer des colonnes, ne pas alourdir votre Excel avec trop de colonnes, etc., vous pouvez tout simplement réduire tout ce qu'on avait fait auparavant à une seule et unique formule avec somme.si, qui est très pratique, et vous voyez bien sûr qu'elle fonctionne aussi si on change le prénom de notre commercial qui nous intéresse. Autre formule qui va être très intéressante, très importante, avec une structure un peu différente de somme-si, mais avec une logique qui est proche, puisque ça va être de faire une somme avec plusieurs critères cette fois-ci, avec plusieurs si, on va dire, imbriqués dedans. Et pour ça, il y a une formule qui existe qui s'appelle somme-si ensemble, et elle a une structure un peu fourbe, puisque elle a une structure à l'inverse un peu de somme-si. On va regarder ça tout de suite. Avant, je vous explique juste, par exemple, qu'elle va servir à nous dire, voilà, si on veut avoir des résultats de qui est concerné, par exemple, pour les résultats d'une personne en une certaine année, puisque vous voyez qu'on a des résultats en 2022 ou d'un certain mois, hein, j'ai dit année mais ça peut être mois, ou ça peut même être mois et année, si on veut multiplier les critères, c'est tout à fait possible, parce que cette fonction elle prend tous les critères qu'on veut. On va la taper tout de suite et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Seulement, avant de la taper, je fais rapidement un petite insertion de quelque chose pour que ça soit plus clair pour vous. Dans ma date, je vais afficher ici les mois et les années grâce aux fonctions qu'on a vues précédemment. Donc je vais prendre le mois de ma date ici, qui sera cette fois-ci un nombre. Voilà. Et l'année également sera renvoyée de manière individuelle dans notre date. Vous voyez que ça, à chaque fois, ça me fait un format un peu bizarre, c'est parce qu'il faut que je le retransforme en nombre. Voilà, vous voyez que c'est bien le 5e mois de 2021 qu'on va regarder pour cette date-là, et ainsi de suite. Donc, on va appliquer ça à notre tableau. Vous voyez que là, on passe au 6e mois de 2021, là, au 7e mois de 2022. Voilà, et puis pour les zéros après la virgule, on n'en a pas besoin. Ces deux tableaux-là, ces deux colonnes-là, je le fais pour plus de facilité, on va dire. Elles sont pas forcément nécessaires, mais ça va faciliter beaucoup notre formule. Et vous voyez déjà qu'on se sert des fonctions qu'on a vues précédemment. Je remasquerai ces deux tableaux, ces deux colonnes, juste après. Donc nous, on veut aller avoir un résultat en fonction d'une personne et d'une année, voire d'un mois. Pour l'instant, on va regarder en fonction d'une année. Alors, pour faire ça, donc la fonction, c'est somme.si.ans. Donc, elle commence à se compliquer. On va zoomer un peu dessus et vous voyez que la particularité de cette fonction, c'est qu'elle va être à l'inverse de somme-si. On va commencer cette fois-ci par la plage dont on fait la somme, dont on veut la somme. Alors que tout à l'heure on la mettait en dernier, maintenant on la met en premier. Donc la plage dont on fait la somme, c'est toujours la plage de combien ils ont vendu. Voilà. Ensuite vous mettez point virgule, et vous voyez qu'après il va vous dire ok, quelle est la plage de... Je vais me décaler encore un peu, pardon. Quelle est la plage de critère numéro 1 et ensuite, quel est le critère numéro 1? Quelle est la plage de critère numéro 2? Quel est le critère numéro 2? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, par exemple, on va s'intéresser à une certaine personne. Donc notre premier critère, ça sera en fonction de qui? La plage de qui? Voilà, qui va être responsable, qui va être dans son tableau, ici, ce que j'ai sélectionné en rouge.
Et ce critère, on va dire qu'on va l'écrire dans notre petite case L2 pour dire, bah voilà, ici on pourra taper Pierre, Rosa, Anan, et ça se mettra automatiquement ensuite à jour pour Pierre, Rosa, Anan. Donc là, on a mis une somme en fonction de un critère. Donc ça, on savait déjà le faire avec SumSci. Maintenant, passons au deuxième critère, ce qui est nouveau, puisque avec SumSci ensemble, vous pouvez en mettre autant que vous le voulez. Ici, notre plage de critère numéro 2, ça va être en quelle année, par exemple. Donc, mon année, bah, ça tombe bien, je viens de créer cette petite fonction, cette petite colonne dans la colonne D où j'ai isolé l'année de chacune de mes dates pour faciliter un peu les choses. Donc, je vais chercher dans ma plage de critères située dans ma colonne D, voilà, et mon critère avec un point virgule, vous voyez que je l'ai écrit dans mon petit tableau ici, en L3. Et voilà, donc là j'ai rempli mes deux critères. Si je voulais ajouter encore un critère, il suffirait que je fasse point virgule et que je dise par exemple en fonction du mois. Donc dans ma plage de mois, si j'avais dit mets-moi le 6e mois ici par exemple, ça aurait été possible. Et on peut, vous voyez, continuer autant qu'on veut avec SumSci ensemble. Donc très intéressante. Ici on va dire pour l'instant je m'intéresse juste à une personne par année. Donc pas besoin de remettre un point virgule, mais par contre on ferme la parenthèse et on fait entrer. Et là vous voyez qu'on commence à avoir des choses intéressantes puisque ça va nous faire la somme uniquement, je vais me séparer de cette petite colonne, et vous voyez qu'on a la somme uniquement en ce qui concerne Pierre et uniquement en ce qui concerne l'année 2021. Donc Pierre en 2021, il a fait 75, il a fait 75 de ventes, puis 73, puis 22, et après on est en 2022, donc les 42 et les 67 ne sont pas comptés. Donc vous voyez qu'ici on a bien une somme de 270, de 170, pardon, on le retrouve ici, et ça c'est quand même super intéressant, parce que par exemple, là vous avez compris où je veux en venir, ça sera très facile de pouvoir isoler ainsi vos résultats pour Pierre en 2021, puis en 2022, puis etc., faire vos graphiques d'évolution, etc., alors que vous partez avec une base de données que vous remplissez de façon un peu quotidienne, un peu mensuelle, un truc un peu moche, et automatiquement, vous avez une petite fonction qui va vous permettre de dire, ok, maintenant, si je veux faire des graphiques par personne, par mois ou par année, eh bien, je le peux grâce à cette somme-ci ensemble. Et vous voyez, bien sûr, que je l'ai pas précisé, on va prendre Rosa également. Rosa en 2021, eh bien, on a automatiquement sa somme. Vous voyez que Rosa, elle a bien fait, où est-ce qu'elle est, Rosa? Voilà, elle est là. Et ici, elle a bien fait 155 de ventes qu'on retrouve ici. Et est-ce qu'elle a fait des ventes en 2022? C'est très simple, il suffit de vérifier. Elle en a fait 97. Effectivement, c'est bien ça. Idem pour Pierre. On a automatiquement son petit résultat qui s'affiche. Et voilà, ça, vous voyez un petit peu la puissance de SumSci ensemble avec cela. Deux fonctions qui sont très utiles et que vous pouvez imbriquer dans d'autres fonctions, ce sont les fonctions OU et la fonction ET. Alors on va regarder d'abord la fonction OU et vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne, notamment en suivant avec l'exemple de SCI. Donc vous avez vu que tout à l'heure on avait notre SCI qui était construit de façon à dire si Pierre, on va sélectionner notre condition dans notre cellule 3 est égale à ce qui est écrit en G2. Voilà. G2, je vais y arriver avec des petits dollars. Si c'est bien Pierre qui est ici, on va écrire la somme qui est concernée. Si c'est pas Pierre qui est concerné, on va rien écrire. Vous vous en souvenez, j'écris Pierre, ça sera mieux. Et voilà, vous avez le truc qui fonctionne bien. Ça c'est bien. Donc là on a refait notre fonction si avec une seule condition. Maintenant on voudrait vérifier une autre condition à la fois, ou une deuxième condition, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ok, ça nous affiche ici quand c'est Pierre, mais on voudrait aussi que ça nous affiche en fonction de l'année 2021. Donc soit ici ça sera soit quand c'est Pierre, soit quand c'est 2021, ça va nous afficher le score. Donc j'ai bien attention un ou ici, donc ça va bien être soit l'un soit l'autre. Donc pour écrire ça, c'est simple, on va utiliser donc la fonction ou, on commence par celle-ci. Donc on a déjà notre première condition, c'est-à-dire ou
Pierre est égal à ce qui est en E3 va être égal à ce qui est écrit en G2. Donc ça, c'est si c'est égal à Pierre. On a notre première test. Et puis notre deuxième test, il faut qu'on précise maintenant. On met un point virgule et on dit, si c'est égal à Pierre, on prend le chiffre. Mais si c'est égal aussi à 2021, donc ce qui est écrit en D3 ici, vous voyez que j'ai isolé l'année avec la petite fonction année. Si ce qui est en D3 est égal à ce que j'ai fixé pour l'instant en G1, que je vais mettre avec des $, voilà. On va le prendre aussi. Donc là, en fermant la parenthèse, vous voyez que la fonction OU, elle s'écrit tout simplement en disant ok, fais-moi un test logique, vérifie ce qui en E3, est-ce que c'est bien Pierre comme je l'ai écrit en G2, ou va vérifier, donc le OU va se situer là en fait, avec ce petit point virgule, ou regarde ce qui est en D3, donc l'année concernée, regarde si elle correspond à ce que j'ai écrit en G1, c'est-à-dire l'année que j'ai écrit ici. Si c'est le cas pour l'un ou pour l'autre, c'est toujours la fonction OU, alors tu m'écris ce qui est en F3, c'est-à-dire la somme. Si c'est pas le cas pour aucun des deux, là tu n'écris rien. Voilà. Et on va donc étirer cette fonction, et là vous allez voir qu'on a beaucoup plus de résultats du coup. On a beaucoup plus de résultats, pourquoi ? Parce que tout simplement, tous ces chiffres-là, ils sont concernés par 2021. Toute cette colonne-là, vous voyez que tout ce qu'on a comme date jusqu'à là, c'est du 2021, donc ça va bien m'écrire tout ce qui est en 2021. Après, ici, on a quelque chose qui est en 2022, donc la première fonction n'est pas remplie, la condition de 2021 n'est pas remplie, et la condition de Rosa n'est pas remplie non plus, donc de Pierre, n'est pas remplie non plus. Donc ça n'affiche tout simplement rien. En revanche, ici, on n'est plus en 2021, mais on a bien Pierre qui est concerné. Donc ici, ça va nous afficher le résultat. Donc ça fonctionne et ça, vous voyez que vous pouvez un petit peu regarder vos conditions en faisant OU avec cette fonction en l'écrivant. Donc OU, parenthèse, première condition, point virgule, deuxième condition, point virgule, troisième condition, si vous le souhaitez. Pour la fonction et, c'est la même logique, la même écriture. C'est-à-dire qu'on va écrire tout simplement si, on va regarder les mêmes critères, si on trouve que ce qui est contenu dans la cellule E3 est la même chose que ce qu'on a écrit en G2, donc le nom qu'on va vouloir, et cette fois-ci, qu'en plus, cette fois-ci dans la colonne D, donc l'année concernée, c'est bien celle qu'on veut, ça va nous écrire la somme. Donc cette fois-ci, c'est pas si l'un ou l'autre sont vrais, il faut que les deux soient vrais. Donc ça va n'écrire que quand on va trouver à la fois Pierre et à la fois 2021, là ça va vous garder le score. Je vais dupliquer cette formule et là forcément, il y a beaucoup moins de choses qui vont coller entre guillemets à ces deux critères puisque cette fois-ci ils sont cumulés. Il faut à la fois qu'on ait Pierre et à la fois qu'on ait 2021. Donc si vous avez juste du 2021 sans Pierre, ça n'écrit rien. Si vous avez du Pierre mais en 2022, ça n'écrit rien. Voilà comment se servir de ces petits opérateurs et ou qui vous seront très utiles dans vos formules si pour multiplier les conditions. La fonction recherche V maintenant, sur lequel j'ai fait un tuto entier que vous retrouverez sur la chaîne, qui est particulièrement importante et utilisée dans Excel. Donc je vais vous la montrer rapidement. Bien sûr, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir le tuto dont je vais remettre le lien dans la description. Cette formule, globalement, elle sert à chercher dans une base de données ou dans un tableau, ici volontairement petit, mais en tout cas ça marche avec n'importe quel tableau, une référence, voilà, une information qui est contenue dans une ligne par un identifiant, etc. Alors ici, j'ai choisi de faire par exemple une référence de produits, donc qui sont déterminés par leur nom. Ça aurait pu être aussi déterminé par un numéro de ligne que j'aurais inclus ici par exemple. Voilà, ça aurait pu être un identifiant qui est propre à chaque personne ou à chaque produit. Donc ça, vous pouvez vous imaginer ça avec une énorme base de données qui va être constituée de produits, de gens, d'informations, de salariés. Enfin voilà, ça marche avec tout bien sûr. Et ici, je voulais vous montrer du coup cette formule particulièrement utile qui s'écrit égale recherche V pour vertical et vous allez tout simplement lui indiquer en première instance, en premier argument la valeur que vous allez rechercher. Donc ici ça va être ce que j'ai tapé en B8, donc par exemple le Fanta, ça va être notre clé d'entrée. Cette valeur ici, donc Fanta, va être après recherchée dans une table, dans votre tableau, dans votre base de données. Donc lui, il va se baser sur le fait qu'il va retrouver cette valeur dans la première colonne du tableau
que vous allez lui indiquer dans le deuxième argument. On va voir ça tout de suite, donc je mets mes points-virgules pour lui indiquer où va être ce tableau dans lequel on va chercher Fanta. Donc ici, vous voyez que je sélectionne l'intégralité du tableau. Et dans ce tableau, la première colonne contiendra bien l'argument que je vais rechercher, la valeur que je vais rechercher. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Fanta, si j'avais choisi par exemple l'intégralité du colonne à partir de A, de la colonne A sur cet exemple, ça n'aurait pas fonctionné. Il faut bien que je sélectionne mon tableau en prenant comme première colonne là où va être la valeur recherchée, donc ici dans la colonne B, et après toutes les colonnes qui sont concernées. Donc je peux aller plus loin si je veux. Ici c'est pas la peine, j'ai fait exprès encore une fois un tableau assez petit. Si vous voulez figer les références du tableau, vous mettez des $, vous appuyez sur F4, voilà, comme ça vous pourrez être sûr que ça va bien rechercher dans ce tableau. Et après il faut comme argument tout simplement lui indiquer quel est le numéro de la colonne dans laquelle vous voulez de laquelle vous voulez afficher l'information souhaitée. Donc ici par exemple je veux indiquer le prix pour les références que j'ai envie de trouver. Donc le prix va être non pas dans la colonne 1 ni dans la 2, mais il va être dans la troisième colonne de ce petit tableau. Donc il va compter la première colonne de la table que vous avez sélectionnée. Ici je suis dans la colonne D, c'est pas la quatrième colonne car moi j'ai sélectionné qu'à partir de la colonne B. Donc vous voyez que pour moi ça sera bien la troisième colonne dans laquelle il y aura le prix dans ma base de données. Et à la fin vous écrivez faux. Voilà, et vous fermez la parenthèse. Si vous avez envie de savoir pourquoi j'écris faux et pas vrai, puisqu'il y a deux possibilités, c'est soit faux, soit vrai, encore une fois, je vous réfère au tuto sur spécifiquement cette fonction recherche V, qui a donc 4 arguments: la valeur que vous recherchez, là où vous allez la rechercher, avec comme contrainte d'avoir la première colonne qui va contenir cette valeur, la colonne ensuite où se trouve la chose que vous voulez renvoyer, l'information que vous voulez renvoyer, donc ici mon prix qui est dans la troisième colonne, et ensuite faux. Vous fermez votre parenthèse et vous faites entrer. Et vous voyez que ça va permettre d'actualiser en direct et de rechercher en direct le prix pour n'importe laquelle de vos références. Alors forcément, j'en ai très peu ici, donc c'est pas très utile, mais vous imaginez qu'avec une base de données de salariés, une base de données de références de produits qui aurait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de références, ça serait beaucoup plus simple de pouvoir réafficher le prix. Idem avec des commerciaux, des choses comme ça, on pourrait se dire, ou avec des ventes, on pourrait très facilement renvoyer quelle vente a été faite tel jour, ou quelle vente a été faite avec tel identifiant, etc., etc. La fonction iterreur, du coup, elle vous sert justement dans tous les cas où il y a un problème. Alors ce problème, il peut être du fait de l'utilisateur qui va mal taper une référence, ou il peut être tout simplement du fait de votre tableau de données qui a peut-être une erreur quelque part, dans le sens où il n'y a pas de réponse par rapport à ce que vous cherchez, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de... Voilà, je sais pas, il manque une référence, ça peut venir de plein de choses, il peut y avoir une division impossible, si vous divisez par 0, des choses comme ça. Donc il y a plein de sources d'erreurs, et le problème c'est que afficher ce NA, c'est quand même pas super beau, c'est pas très... sympathique pour les utilisateurs de votre tableau Excel ou pour vous. Donc on peut avoir une formule qui va contourner ce problème. Donc je vais garder ma fonction recherche V et je vais ajouter cette nouvelle fonction qui s'appelle tout simplement iterreur. Voilà, qui s'écrit tout attaché. J'écris comme ça volontairement, qui on ouvre la parenthèse et ça va vérifier si ce qui est entre parenthèses est une erreur. Donc là, concrètement, si j'appuie sur Entrée, vu que c'est une erreur, ça va me rafficher vrai, tout simplement. Là, il me dit, il y a une erreur. Si je l'avais écrit correctement, il m'écrit faux, il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc là, ok, c'est intéressant, ça vous écrit erreur, ça vous écrit vrai ou faux à la place de quelque chose de moche et d'incompréhensible. On peut même maintenant un peu customiser ça avec la formule on a vu précédemment dans le tuto, la fameuse fonction si, qui est quand même très utile. Et du coup, je peux dire, si ceci est erreur, donc si ceci est vrai, affiche peut-être quelque chose de type retaper SVP. Et s'il n'y a pas d'erreur, cette fois-ci, fais-moi le calcul correctement de recherche V. Voilà, pour afficher la valeur du prix comme on le souhaite. Voilà, et en faisant ce petit si est erreur, donc en gros, s'il y a une erreur, écrit retape CVP, s'il n'y a pas d'erreur, fais bien la fonction recherche V. Ça va me permettre de prévoir les cas d'erreur. Donc vous voyez qu'ici maintenant, là, il n'y a pas d'erreur, donc ça va aller me chercher le prix de Orangina, par exemple, mais si quelqu'un fait une erreur en écrivant un peu n'importe quoi, vous
voyez que ça va lui indiquer de retaper sa référence tranquillement jusqu'à ce que il puisse taper la bonne. Voilà, donc ça c'est une formule que je trouve assez pratique. La formule est erreur et qui vous permettra de gérer un petit peu les erreurs dans votre tableau Excel.